Jean-David, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui avec nous ce matin chez Isaïe. Tu as 3 casquettes, on ne te présente plus, tu as 3 grandes casquettes. La casquette, on va dire, entrepreneuriale avec la création d'Isaïe. La casquette, c'est un peu pour vulgariser, médiatique, écosystème, politique même, avec les pigeons, France Digital et tout le contenu que tu peux générer, notamment sur les réseaux et les relations que tu peux avoir avec la politique. Et enfin, évidemment, la casquette investisseur, car tu es un des pionniers du VC, et donc on ne te présente plus sur le sujet. Dans un premier temps, moi j'aimerais revenir avec toi sur ta casquette entrepreneuriale. On t'interroge moins là-dessus, j'ai l'impression, même si tu fais beaucoup d'interviews. Et l'idée, c'est de comprendre, avec la création d'Isaïe, la genèse et surtout les challenges d'entrepreneurs sur la concurrence, le recrutement, etc. Ok. Alors la jeunesse d'Isaïe, en réalité, en 2008, moi je devais m'installer en Californie. Ouais. Je devais diriger le bureau de Menlo Park de Troisy, donc investisseur britannique mondial. Et puis il y a une petite banque américaine qui s'appelle Lehman Brothers, Ouais. qui a fait faillite. Et quelques semaines plus tard, mon employeur de l'époque, j'étais un salarié, Troisy, donc, me dit écoute, le bureau de Menlo Park, tu ne vas pas le reprendre, on va le fermer. Et donc je reviens en France. Et je sais que le seul job que je peux continuer à avoir chez Troisy se trouve à Londres. Je n'ai pas très envie de bouger à Londres. Ouais. Et puis il y a Pierre Kosciusko-Morizet qui me parle d'Isaïe, en me disant on a monté un petit club avec des entrepreneurs, on va faire du co-invest, tu pourrais nous conseiller, tu pourrais nous aider, etc. Et de fil en aiguille, on est arrivé à la conclusion que non, il ne fallait pas faire un syndicat d'angel, il fallait faire un VC avec toutes les caractéristiques d'un VC. Et la conclusion de Pierre, c'était ok, mais ça, nous, on ne sait pas faire. Bah, toi, tu sais faire, mais nous, on ne sait pas faire. Est-ce que tu veux le faire? Ouais. Et c'est comme ça que l'été 2009 ou rentrée 2009, j'ai basculé dans l'idée de lancer Isaïe avec un format de VC, alors qu'au départ, c'était plutôt une logique, encore une fois, de syndicat d'angel. On a avancé étape par étape. Ouais. Je crois que la première fois que j'ai parlé avec PKM, il s'agissait de lever 12 millions. Aujourd'hui, on approche les 500 millions sous gestion, donc on a fait du chemin. Mais on s'est posé la question, comment on se positionne, comment on se différencie, qu'est-ce que l'écosystème, ou en tout cas la chaîne de financement nous permet de faire, etc., etc. Alors évidemment, les choses ont beaucoup changé. Là, on parle de fin 2009, début 2010, on est aujourd'hui 10 ans plus tard, pas presque 10 ans plus tard. Oui, on est 10 ans plus tard. Donc les choses ont énormément évolué, mais on a agi effectivement comme des entrepreneurs qui voyaient l'opportunité. À l'époque, l'opportunité, c'était le no man's land entre des tours d'angel et des séries A de plusieurs millions. Il y avait un trou. Et donc on s'est positionné là, c'est-à-dire le tour VC de 1 à 2 millions, Ouais. qui sert un petit peu de strap, de bootstrap, qui permet de passer du monde des angels au monde des VC. Et on a positionné Isaïe comme une société de gestion vue par les angels comme un angel, parce que beaucoup de nos souscripteurs sont des angels, Ouais. et vue par les VC comme un VC, parce qu'on comporte exactement comme un VC en termes juridiques, refinancement, enfin tous les sujets. Ouais. Tu es donc parti d'une vision très claire, avec un positionnement concurrentiel par rapport à l'écosystème de l'époque. Est-ce que tu as fait face, en tant qu'entrepreneur, là encore, à des challenges, et est-ce que des certitudes que tu pouvais avoir ont été remises en cause, étant donné que j'ai l'impression que c'est le quotidien d'entrepreneur de savoir évoluer avec... Dans ce métier, tu as quand même moins d'aléas que quand Ouais. tu diriges une startup B2C ou B2B. Ouais. Une fois que tu as levé des fonds, tu connais ton chiffre d'affaires pour Oui, c'est vrai. quelques années, tu peux planifier, budgéter. Par contre, peut-être par rapport à l'entrepreneur classique, disons, le start-upper, on va dire, la grande différence, c'est que tu t'inscris dans un temps très très long en réalité. Ouais. Et tu construis des choses qui sont là pour 10 ans, 12 ans. Et quand tu raisonnes en recrutement, tu raisonnes est-ce que cette personne, dans 2 fonds, elle pourrait être partenaire, est-ce que, etc., etc. Donc tu es inscrit dans un temps très très long. Mais par contre, il y a moins d'aléas, il y a moins de bumps sur la route, je veux dire. On va prendre un exemple très clair. Tu accompagnes beaucoup d'entrepreneurs dans leur hyper-croissance, etc. Et on va prendre un focus, le recrutement. C'est un des sujets clés pour avancer et rester compétitif. Tu
donnes beaucoup de conseils, de best practices, j'ai vu beaucoup de vidéos à ce sujet. Est-ce que toi, ces conseils que tu peux prodiguer et qui fonctionnent, ils fonctionnent également dans le VC? D'abord, je n'aime pas trop dire que je donne des conseils parce que quand tu es actionnaire, tu es associé d'une boîte, tu n'es pas conseiller, tu es associé. Oui. Et donc, le job de l'associé que tu es quand tu es ici, c'est un job de questionnement. Un gars qui est convaincu qu'il faut faire un truc, tu poses la question, est-ce que tu as pensé à faire ça? Est-ce que tu as pensé aussi à regarder cette opportunité-là ou cette option-là? Évidemment, tu vas poser la question quand tu as un doute. Donc, c'est une forme de conseil, mais je préfère parler d'influence que de conseil. Pas faire de l'ingérence. Les conseillers ne sont pas les meilleurs payeurs, je ne sais plus quel est le proverbe, mais en tout cas, nous on paye, donc on ne conseille pas. Donc on est plutôt dans une logique d'influence. Alors ensuite, le truc très très paradoxal du monde du VC, c'est que le monde du VC est un monde assez peu scalable. Ouais. C'est-à-dire que tu grossis à la vitesse de tes levées de fonds et tu ne peux pas changer d'orbite comme ça, comme de l'hypercroissance dans les sociétés de gestion, et puis investir dans des boîtes dont la trajectoire doit être de l'hypercroissance. Donc forcément, les conseils que tu vas appliquer dans une logique d'hypercroissance ne sont pas forcément très relevant sur un business qui, lui, s'inscrit dans un temps beaucoup plus long, avec une scalabilité qui est beaucoup plus modeste. D'accord. Donc compliqué, même si, là encore, tu as une casquette d'entrepreneur, compliqué de comparer peut-être un monde un petit peu conventionnel et fixé par certaines conformités et un monde entrepreneurial d'hypercroissance qui est moins le cas du VC. Sans transition, je passe à ta deuxième casquette, qui est la casquette dont je parlais tout à l'heure, un petit peu plus médiatique, écosystème. Tu as un petit peu de recul macro sur l'écosystème entrepreneurial, notamment français, et tu le disais précédemment aussi, il y a des cycles que l'on observe, et notamment sur des thématiques bien précises. On a beaucoup parlé de plateformisation précédemment. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le nouveau Graal, entre guillemets, c'est des sujets d'impact. L'impact, inutile que je définisse ce que c'est, tout le monde en entend parler. Aujourd'hui, est-ce que, il y a un effet de mode sur le sujet, et deux, est-ce que c'est le bon timing pour parler d'impact? Est-ce qu'il y a un créneau à prendre? Alors, il y a des fondamentaux, à mon avis, qui expliquent tout ça. On est arrivé à, alors si on prend le monde de l'Internet ou du digital, on est arrivé à une espèce de paroxysme presque toxique du modèle Silicon Valley avec des montants colossaux qui permettent de dominer des marchés très rapidement, avec des positions dominantes, avec une rémunération d'actionnaires qui est sans doute exagérée, etc. etc. Et donc globalement, il y a une espèce de ras-le-bol par rapport à ça. Il y a un besoin de trouver des modèles plus pondérés, plus équilibrés, etc. Ça, je pense que c'est un phénomène global. Ensuite, si tu prends ces préoccupations-là, elles sont sans doute plus fortes en Europe qu'aux États-Unis, cette sensibilité est plus forte. Donc, si on se dit que l'Europe doit faire émerger des champions nouveaux, sur des modèles nouveaux, vraisemblablement que ces dimensions impact au sens large seront intégrées dedans. Je prends l'exemple de Blackard, que c'est assez marrant. Il n'y a pas de covoiturage longue distance aux États-Unis, parce que monter dans la voiture d'un inconnu aux États-Unis, c'est considéré comme débile. Ça marche très bien en Europe, parce que le fait de partager un trajet est considéré comme normal en Europe. Si en plus on économise du CO2 ou des particules, c'est mieux, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a une sensibilité européenne qui permet de faire émerger des choses différentes de ce que les Américains vont naturellement pousser. Alors ensuite, moi ce qui me gêne dans le côté impact aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a une frontière entre le for good et le for bad, quoi. Est-ce que si je fais un fonds impact, alors si je fais un fonds qui n'est pas marqué impact, je vais faire que du for bad? La réponse est non. Pour moi, il y a un continuum entre un modèle traditionnel, capitaliste, d'hypercroissance, qui vise à rémunérer l'actionnaire, et puis quelque chose de coopératif dans lequel, à la limite, l'actionnaire compte peu, etc. Il y a un continuum, et on peut inventer plein de modèles intermédiaires, et les investisseurs type capital risque peuvent très bien trouver leur place dans des modèles, alors évidemment dans des modèles coopératifs on aura du mal, mais dans des modèles qui rémunèrent mieux la supply chain, qui rémunèrent mieux les employés, on peut très bien trouver notre place. Il y a une tendance de fond, il y a quand même une tendance de fond. Il y a une tendance de fond, ce que j'aime pas trop, c'est le côté label, c'était good or bad. Je comprends. Pour moi, il n'y a pas de frontière, il y a un continuum. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on n'a pas décidé de céder à la vague, de dire on va faire un Isaïe Impact.
notre prochain fonds, il fera sans doute des boîtes dans lesquelles il y a une dimension impact, Ouais. mais on ne va pas labelliser le fonds impact. On sera content de faire, de remonter à NoLP des choses qui permettent de nourrir les politiques RSE et autres, mais il n'y a pas de frontière pour